Salut, aujourd'hui on va parler de la théorie du chaos de James Clerk. À la radio. Avant de commencer ce résumé de la théorie du chaos, je veux juste vous annoncer que pendant tout le mois d'août, pendant 30 jours, je vais vous proposer 30 défis de 30 jours de chaos. Ça va être des défis simples de moins de 10 minutes pour ajouter du chaos, du désordre dans nos vies. Je vais les pratiquer en même temps que vous, je partagerai ça sur les réseaux. Donc les défis, ce sera des choses du genre contacter un vieil ami, prendre un livre au hasard, parler à un inconnu, passer une journée sans téléphone ou une journée sans internet ou sans écran, écrire un message, un texte, le publier sur internet, faire un dessin, le donner à quelqu'un, ce genre de choses-là, pour mettre un peu d'imprévu, et plutôt de l'imprévu qui peut produire des conséquences un peu chaotiques, mais plutôt positives, qui peuvent avoir des conséquences aussi un petit peu négatives. Mais voilà, essayer de viser un peu du rejet, sortir un peu de sa zone de confort. En fait, je veux faire un peu quelque chose proche de ces idées-là, hein, sortir de la zone de confort, d'avoir une thérapie du rejet, de s'exposer à des situations sociales un petit peu difficiles, mais je voulais en fait aller plus loin que ça, et vraiment proposer un défi, un projet de 30 jours dans lequel on explore vraiment tous ces concepts-là, du signe noir, du chaos, des optionnalités positives, enfin bref, tout ce qu'on appelle les risques positifs, comment faire pour avoir un maximum de risques positifs dans sa vie. Donc ça se passe en ce moment sur résolu.co, je vais publier des vidéos exclusives pour explorer ces sujets-là plus en profondeur pendant le mois d'août, et sinon je partagerai aussi les défis sur Instagram, et n'hésitez pas à me les envoyer, mais si vous voulez rejoindre une communauté de gens, un club de chaos pendant ce mois d'août, eh bien allez sur résolu.co, le lien est en dessous, dans la description et dans les commentaires, j'en parle un petit peu à la fin du podcast. On passe maintenant au résumé du livre. C'est un livre assez révolutionnaire en fait qui relate ce qui s'est passé pendant les années 70 où plein de chercheurs en mathématiques, en physique, en géométrie, en biologie se sont réunis et ont essayé d'établir une théorie qui est celle du chaos que vous connaissez peut-être sous le nom de l'effet papillon. L'effet papillon, vous savez, c'est quand un tout petit événement à l'autre bout du monde, comme un papillon qui bat des ailes, peut produire, par une suite de conséquences, une tempête, quelque part, ailleurs, très loin. Et bien cette idée-là, qui est vraiment l'essentiel de la théorie du chaos, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de systèmes dans le monde, la météo en particulier, mais beaucoup de systèmes qui sont hypersensibles aux conditions initiales, et bien cette idée-là, elle a énormément d'impact. C'est pas juste une image poétique intéressante à dire comme ça, elle a un impact énorme qui est que ça veut dire que beaucoup de systèmes, beaucoup de domaines sont imprédictibles, incontrôlables, même si on essaye de les mesurer au maximum. C'est là que la théorie du chaos a commencé, c'est avec Lorentz, qui était un météorologue. Et Lorentz étudiait l'évolution de la météo. Vous avez peut-être remarqué, encore aujourd'hui, qu'on est capable d'aller sur la Lune, d'aller dans l'espace, de faire des choses assez folles, mais on n'est pas capable de vous dire exactement, avec fiabilité, si demain il va pleuvoir, ou s'il va faire beau, ou alors exactement quelle température il va faire demain à la même heure. Ça peut paraître assez étrange, mais le problème c'est pas qu'on manque de technologie, c'est pas qu'on manque de capteurs, c'est pas qu'on manque d'informations sur le ciel, sur la pression, la température, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que la météo est quelque chose de chaotique, et ça servira à rien d'essayer de mesurer tout au centimètre près, et en fait c'est ce qu'a montré Lorenz en étudiant la météo, il essayait lui d'avoir un peu plus de prédictions, des prédictions un peu plus fiables sur la météo. Il avait une intuition, c'est que c'était pas possible de le faire réellement, qu'il y avait un problème fondamental. Cette intuition, il l'a eu parce qu'il a essayé de modéliser la météo. C'était vraiment le début des ordinateurs, à l'époque peu de gens y avaient accès, et il a essayé de créer des modèles informatiques pour simuler un comportement de la météo sur la Terre. Ce qu'il a observé, c'est qu'avec ces simulations, dans un premier temps, il essayait de créer des modèles de la météo, et au début, bon, avec ces modèles, il avait des modèles qui étaient assez périodiques, c'est-à-dire qu'ils se répétaient. Il allait avoir, par exemple, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, exactement la même température, au même endroit, le même vent, etc. Bon, bah, ces modèles, évidemment, ne sont pas bons, parce que dans la vraie vie, dans la Terre, ça se passe pas comme ça. Il y a des périodes générales sur le climat, mais ça ne se répète pas. La météo n'est pas la même cette semaine puis la semaine suivante, ou alors tous les 20 jours, ça fonctionne pas comme ça. Donc il a un peu modifié ses modèles mathématiques pour avoir quelque chose d'apériodique, c'est-à-dire quelque chose qui ne se répète pas. Et donc il a créé ces modèles, voilà, il a fini par avoir quelque chose qui lui semblait assez convenable, et il lançait ses simulations pour observer, bon, dans sa terre virtuelle, quelle était la météo en différents points. Et voilà, il observait, il essayait de tourner son ordinateur, puis il partait, puis il revenait après, des heures après. Et il a fait plusieurs fois ces simulations, parfois en changeant quasiment rien, avec des arrondis un peu différents sur les chiffres,
avec des conditions initiales vraiment très peu différentes les unes des autres, pour le vent, la température, le soleil, etc. Et il a relancé comme ça un jour une simulation en changeant quasiment rien. Il est parti, il est revenu, et là il a eu une surprise un peu folle, c'est qu'il a regardé son modèle de la météo, qui est donc purement informatique, et il a vu mais quelque chose de complètement différent. Il avait à peine changé quelque chose d'imperceptible, quelque chose sans aucune forme d'importance, et son modèle, ce qu'il observait, était complètement différent. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris que la difficulté pour prédire exactement la météo, c'était pas un problème de mesure, ça servirait à rien même d'avoir des capteurs sur toute la surface de la Terre, tous les mètres, pour nous dire quelle est la température, la pression, etc. Ça servirait à rien, parce qu'en fait le problème, il est dans le comportement de la météo. En fait, il avait découvert un système chaotique. Il avait découvert que, en fait, quand on essaye de simuler, quand on essaye de créer un modèle qui justement n'a pas de période, qui ne se répète pas de manière trop prévisible, eh bien, on a un système qui est hyper sensible aux conditions initiales. Et par la suite, ce que nous a montré la théorie du chaos, avec plein de chercheurs dans la biologie, dans la physique, dans les mathématiques, ce qu'on a vu par la suite, c'est que énormément de systèmes dans le monde fonctionnent de cette manière-là. Ils sont hyper sensibles aux conditions initiales, donc ils sont chaotiques, et donc on ne peut pas les prévoir, on ne peut pas les prédire, et le temps, la technologie, les mesures un peu plus précises ne vont pas nous aider pour faire ça. Et dans le livre, il y a pas mal d'exemples en fait de systèmes très simples qui deviennent chaotiques assez rapidement. Il y a l'exemple de ce qui se passe au fond d'une tasse de café quand le café est chaud et que la chaleur va circuler à l'intérieur de la tasse, et il dit que même ce genre de système est en théorie chaotique. Il prend des exemples avec des seaux d'eau, avec des fluides, et en fait il nous montre avec plusieurs exemples qui en apparence sont très simples, donc on se dirait que bah, naturellement ils devraient nous amener à une forme de période, à une forme de répétition, à une manière de tourner, de circuler assez logique, et bien il nous montre que des systèmes très simples, même purement théoriques, purement mathématiques, et bien nous amènent à des images tout à fait surprenantes, à des tourbillons qui vont dans tous les sens, à des choses qui sont très désordonnées, alors que on parle d'événements totalement virtuels, totalement théoriques, et qui sont simplifiés à l'extrême. Même en simplifiant le monde à l'extrême, comme bah, on a essayé de faire avec la météo, en essayant de simplifier au maximum la manière dont les fluides se déplacent et interagissent, eh bien on a quand même des choses qui sont totalement chaotiques et bordéliques. Un exemple très simple de chaos que vous avez dans votre vie de tous les jours, où ça peut surprendre qu'il n'y ait pas de période, c'est si vous avez une fuite d'eau chez vous. Vous avez un robinet avec une fuite d'eau. Vous pouvez vous dire que peut-être que cela se passe de manière totalement régulière et périodique, que vous avez une goutte qui tombe toutes les 3 secondes. Mais en fait, si vous mesurez vraiment ce qui se passe, même en l'écoutant, sur toute une nuit par exemple, je sais pas si vous l'avez déjà fait, moi je l'ai déjà fait, eh bien on observe un truc assez étrange, c'est que il n'y a pas vraiment de période, il n'y a pas vraiment exactement le même nombre de secondes, parfois il y a une goutte qui tombe, puis des fois il y a 2 gouttes d'affilée, et il n'y a pas quelque chose de périodique dans quelque chose d'aussi simple qu'un robinet qui fuit un petit peu. Eh bien ça, le James Gleick nous montre qu'on l'explique aussi par la théorie du chaos, par le fait que des systèmes extrêmement simples, avec très peu de paramètres, ont des comportements qui sont des tourbillons, qui sont quelque chose qui va dans tous les sens et qui ne se répète pas de manière périodique. Et en fait là où le livre est intéressant, ce livre sur la théorie du chaos, c'est que il est assez différent de ce que les gens peuvent en dire parfois quand ils l'ont pas lu, ou un peu ce qu'ils peuvent dire sur la théorie du chaos, c'est que c'est pas l'objet du livre, c'est pas du tout de vous dire que tout sur la Terre est chaotique et que absolument rien n'est compréhensible, et c'est pas du tout un livre qui remet en cause l'ensemble du savoir et des sciences, c'est pas du tout ça. L'intérêt du livre, c'est justement d'étudier des choses qu'on ne comprend pas encore. C'est d'étudier la non-linéarité, c'est-à-dire les comportements étranges qui habituellement n'intéressaient pas les physiciens, les mathématiciens, les biologistes, ces comportements qui ne peuvent pas être appréhendés facilement par des équations simples. La théorie du chaos, en fait, elle donne aux scientifiques des outils pour réussir à comprendre un petit peu ça. Donc, par exemple, il y a ce concept en fait d'attracteur étrange qui nous permet non pas de comprendre exactement ce qui va se passer, mais qui nous permet de prédire à peu près le comportement d'un système chaotique. Alors avant d'aller plus loin pour expliquer un peu ce que c'est que le chaos et les outils pour étudier ce chaos, qui nous permet vraiment de comprendre des choses qu'on n'osait même pas écouter, regarder et essayer de comprendre avant. Un outil extrêmement important pour comprendre tout ça, c'est les fractales.
Alors les fractales, qu'est-ce que c'est? C'est un concept inventé par Benoît Mandelbrot, donc un mathématicien qui a fait ses études en France, qui avait une manière de faire des mathématiques un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il pensait de manière visuelle, il résolvait les problèmes de manière visuelle, et pas de manière rigoureuse, telle que l'entendaient les mathématiques dans sa jeunesse, en France en particulier, qui était voilà quelque chose de plus théorique, de moins concret, et de plus abstrait, voilà, de moins rugueux. Et ce qu'a fait Benoît Mandelbrot, c'est qu'il a inventé un concept, en observant la nature, en observant le monde, il a inventé un concept qui est celui de fractal, qui est tout simplement, un fractal, c'est une forme qui est la même, qui est invariante à différentes échelles, ou plutôt une forme qui est autosimilaire à différentes échelles. Alors il y en a plein des fractales, vous pouvez regarder un nuage vu de loin ou un nuage vu de très près avec un zoom, bah, c'est la même chose, c'est le même genre de forme, vous pouvez regarder les branches d'un arbre, les grosses branches se sous-divisent en plus petites branches qui se sous-divisent en plus petites branches, et ainsi de suite, il y a quelque chose de fractal là-dedans, les rivières, les fleuves, les veines, vous pouvez penser à la côte d'un pays, la côte de l'Angleterre par exemple, ça a une certaine forme, puis si vous zoomez, vous zoomez, vous zoomez, et que vous regardez que la ligne de la côte, et bien c'est le même genre de forme, et vous savez pas à quelle échelle vous êtes, sauf si on vous indique l'échelle sur la carte. Tout ça, c'est le principe général des fractales. Donc en soi, c'est pas si compliqué, c'est simplement des formes qui sont invariantes à différentes échelles. Mais ce concept-là n'était pas disponible avant en mathématiques, et il nous permet de comprendre, plutôt d'étudier des choses qui jusque-là n'étaient pas vraiment étudiées. En fait, les mathématiques, depuis l'Antiquité, s'intéressent aux lignes, aux courbes, aux choses extrêmement simples, aux droites, aux cercles, aux choses qu'on va pouvoir mettre en équation facilement. Et voilà qu'on va pouvoir étudier, qu'on va pouvoir prédire. Donc vous commencez peut-être à voir le lien avec la théorie du chaos. Et ce que nous dit Benoît Mandelbrot, c'est qu'avec ces fractales, il est capable, en fait, de produire des formes mathématiquement, avec ces équations, il est capable de produire des formes qui ressemblent beaucoup plus à ce que fait la nature. Et les fractales permettent de bien mieux décrire la nature, de la comprendre, que les mathématiques que vous avez appris à l'école, par exemple, qui ne sont que des situations idéales. Et ce que Benoît Mandelbrot a fait pour les mathématiques et la géométrie, c'est un peu ce que fait la théorie du chaos de manière générale. C'est-à-dire qu'il s'est dit, on va s'intéresser au réel, au rugueux, à l'imparfait, et on va essayer de le comprendre avec nos propres outils. Donc il a inventé le fractal. Et la raison pour laquelle le fractal est un élément central dans la biologie, dans la nature, c'est parce que le fractal permet, avec peu d'informations, avec des petites équations, de produire des choses extrêmement complexes. C'est Robert Sapolsky qui en parle dans le livre Behave. Pour réussir à générer un cerveau humain, par exemple, extrêmement complexe, avec le peu de gènes que l'on a, relativement aux millions de neurones, de connexions neuronales que l'on a dans notre cerveau, en tout cas c'est très très complexe, en comparaison aux combinaisons de gènes que l'on a. Et bien ce que nous dit Robert Sapolsky, c'est que on a besoin de quelque chose de récursif, de fractal, qui permet de générer ces formes extrêmement complexes. De la même manière que les branches d'un arbre vont se sous-diviser, puis se re-sous-diviser en deux, et puis à chaque fois en deux, puis à chaque fois en deux, et ainsi de suite, et bien cette forme elle est très complexe, mais elle est très simple à comprendre avec une formule de répétition en fait, où la branche va juste avancer, grandir, et puis quand elle atteint une certaine taille, elle va à nouveau se diviser, et puis ainsi de suite. Donc l'équation est simple, mais la réalité produite est complexe, et bien il se passe quelque chose peut-être d'assez similaire dans vos poumons, qui sont aussi quelque chose d'extrêmement complexe, dans vos neurones, et un des intérêts d'ailleurs des fractales aussi dans la nature, vous pouvez le voir si vous regardez la tour Eiffel, qui est le fait que les formes fractales, donc ces formes extrêmement complexes, elles permettent de toucher un maximum de surface. Et dans le cas de vos poumons, toucher un maximum de surface, c'est utile, simplement pour avoir un maximum d'oxygène, mais dans le cas de la tour Eiffel, avoir un maximum de surface, c'est un moyen, avec moins de matière, moins de poids, d'être le plus solide possible. Et en fait, les architectes comprennent depuis assez longtemps ces idées de fractales, que ce soit pour des raisons de solidité, mais aussi pour des raisons esthétiques. Si vous regardez des anciens temples, des temples classiques, des belles architectures, en tout cas qui plaisent encore aujourd'hui et qui plairont encore dans 1000 ans, eh bien ce sont pas des architectures plates, flat, comme du flat design, ce sont des choses plus complexes, plus sophistiquées, des formes qui se contiennent elles-mêmes, des ornements. C'est souvent ça qui va davantage plaire parce que ça nous rappelle la manière dont la nature se comporte pour s'auto-générer. Donc voilà le concept de fractal,
Et évidemment, le fractal est très important et intéressant pour comprendre ces formes chaotiques qui émergent dans la nature, et c'est un des outils privilégiés des chaologistes, puisqu'on appelle ça comme ça aussi. Alors faut savoir que Mandelbrot n'est pas forcément un ami des chaologistes. Dans son livre, que j'ai résumé sur 99 livres, il y a un passage, donc dans le livre Misbehavior of Market, il y a un passage où il critique un petit peu la théorie du chaos en disant que c'est pas grand chose par rapport à ce que lui il a produit. C'est aussi un petit peu parce que le livre La théorie du chaos le critique un petit peu gentiment sur sa personnalité, mais en vrai les deux pensées se complètent bien et sont extrêmement intéressantes en fait. Enfin, on peut pas comprendre la théorie du chaos sans s'intéresser un minimum au fractal, et puis on comprend une application assez importante des fractales avec la théorie du chaos et ce livre en particulier, notamment dans le domaine de la biologie et des rythmes internes, du sommeil, etc. D'ailleurs, sur ce concept de fractal que Benoît Mandelbrot a vraiment formalisé, il faut savoir que c'est en fait une idée qui était présente bien avant Mandelbrot sous des formes différentes. Par exemple, Leibniz, donc le philosophe allemand, je crois qu'il était allemand, ouais, il imaginait que dans une goutte d'eau, il y avait l'univers entier en ébullition, et que dans cet univers, il y avait à nouveau une goutte d'eau qui contenait à nouveau l'univers. C'est une image poétique en fait assez courante qu'on a depuis longtemps. Blake voyait dans le monde un grain de sable. Les scientifiques avaient souvent une prédisposition à vouloir voir dans le monde en fait une image du monde lui-même, notamment dans les spermatozoïdes. On imaginait avant que c'était des petits êtres humains à échelle réduite. Bon, jusqu'à ce qu'on ait des microscopes et qu'on voit que bon, ça fonctionnait pas comme ça vraiment, et qu'à différentes échelles, les choses étaient assez variées. Et Mandelbrot en fait a ramené cette idée en montrant que non, effectivement, à plusieurs échelles, souvent dans le monde, il y avait des auto-similarités qui sont pas parfaites, hein. Tout ne fonctionne pas partout de la même manière à toutes les échelles, mais il y a beaucoup d'auto-similarités, et ce concept nous permet de mieux comprendre le monde. Dernier truc sur ce concept de fractal, ça va pas vraiment nous aider pour comprendre le chaos, mais je trouve que c'est un passage intéressant du livre. Mandelbrot en fait nous dit que si on veut mesurer par exemple la côte maritime de l'Angleterre, eh bien on ne peut pas mesurer la longueur sans tenir compte de la mesure du type de mesure qu'on utilise. En fait, on n'est pas capable de mesurer la côte de l'Angleterre, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est extrêmement complexe. Si vous utilisez une règle, par exemple, vous allez mesurer tous les mètres seulement, bon, vous allez arriver à une certaine valeur. Mais si vous utilisez un outil un peu plus précis, par exemple, qui va mesurer tous les 10 centimètres, bah vous arriverez à une valeur plus grande. Et si vous arrivez à mesurer tous les centimètres, tous les changements, toutes les évolutions de la côte de l'Angleterre, au centimètre près, avec tous les replis qu'il peut y avoir que vous n'aviez pas mesuré jusque-là, eh bien vous allez arriver à une valeur encore plus grande. Et ce que nous dit Mandelbrot, c'est que en fonction de cette échelle de mesure qu'on utilise, eh bien la côte de l'Angleterre ne va faire que grandir. Donc on ne sait pas vraiment la mesure des choses, des formes naturelles, des formes concrètes, rugueuses, parce que ça dépend complètement de la manière dont on veut les mesurer. Donc voilà. J'ai rien à ajouter là-dessus, je trouvais ça juste intéressant comme concept. Peut-être que je résumerai un livre de Mandelbrot sur la géométrie fractale, si ça vous intéresse, dites-le moi. Revenons sur la théorie du chaos. Ce à quoi nous amène la théorie du chaos de James Gleick, c'est une idée intéressante, en fait c'est une critique du réductionnisme. Puisque le monde est complexe, puisque on ne peut pas comprendre les choses sans s'intéresser un minimum aux mathématiques et aux formes générales, et puisque des changements tout petits dans les conditions initiales produisent des changements complètement fous, donc comme le battement d'aile d'un papillon qui provoque une tempête, puisque tout cela est très complexe, eh bien il faut arrêter, dans plein de domaines, de vouloir étudier les choses comme plein de sous-parties qu'on devrait réduire, qu'on devrait comprendre une à une pour réussir à comprendre le tout. Il dit qu'il faut apprendre à avoir un peu plus de recul et étudier les choses dans leur ensemble. Il écrit « Il y a un présupposé fondamental selon lequel pour comprendre le monde, il faut en isoler constamment les éléments jusqu'à ce que vous compreniez les choses que vous jugez véritablement fondamentales. Puis vous supposez que le reste, ce que vous ne comprenez pas, n'est qu'un détail. L'hypothèse est qu'il existe un petit nombre de principes que l'on peut discerner en regardant les choses à l'état pur. C'est la vraie conception analytique, puis vous vous arrangez pour assembler ces éléments de manière plus compliquée pour résoudre des problèmes plus ardus, si vous pouvez. » Par exemple, je vais vous donner un exemple concret pour que ce soit plus clair, c'est celui de la schizophrénie et du mouvement des yeux des personnes schizophrènes, et de gens de leur famille aussi. Bon, l'œil humain, de manière générale, chez la plupart des humains, est extrêmement performant. Si je vous mets face à un pendule, vous allez réussir à le suivre, et si on trace une ligne qui retrace le mouvement de ce que vous regardez, bah ce sera une courbe assez simple à comprendre.
Les personnes schizophrènes fonctionnent différemment. Si on leur demande de se fixer sur un point, elles vont plutôt tourner autour d'une manière en fait chaotique. Il n'y aura pas de période, ça va pas être un rond parfait, ça va pas être quelque chose qu'on va réussir à appréhender, à prédire, ça va correspondre à d'autres courbes, d'autres graphiques qu'on va avoir quand on étudie le chaos. Ce que nous dit James Gleick, c'est que des chaologistes qui ont étudié le sujet sont allés à des conférences de biologistes pour expliquer leur théorie que le mouvement des yeux des schizophrènes était tout simplement chaotique, elle s'expliquait par le chaos et par le fait que leur système, aux schizophrènes en particulier, leur système interne, était trop sensible aux conditions initiales, et qu'il n'y avait pas besoin de chercher ailleurs l'explication à leur mouvement erratique des yeux. Et les biologistes, quand ils ont entendu ça, quand ils ont vu ça, ils étaient tous en désaccord avec ça, parce qu'en fait, c'est une approche qui est en opposition totale à la manière dont on fait de la science de manière générale, qui est la manière réductionniste. Ce que faisaient les biologistes pour essayer de comprendre, les biologistes et les psychologues, enfin les gens qui s'intéressaient à ça, ce qu'ils faisaient pour essayer de comprendre comment expliquer le mouvement des yeux des schizophrènes un petit peu bizarre, un peu erratique, eh bien ils allaient s'intéresser à ce qu'il se passait au niveau des nerfs, au niveau des yeux, au niveau de la masse des yeux, ce qui allait se passer à un niveau génétique. Ils allaient vraiment essayer de détailler pourquoi est-ce que l'œil allait aller un peu plus à gauche dans un premier temps, puis un peu plus à droite, et puis monter, etc. Ils allaient essayer de vraiment comprendre, et de vraiment prédire et de décrire cette courbe bizarre que faisaient les yeux d'une personne. Et ils n'acceptaient pas, tout simplement, ils ne pouvaient pas accepter qu'il y ait quelque chose d'erratique, quelque chose de chaotique dans ce mouvement. Et attention, hein, ça veut pas dire, cette théorie du chaos, elle veut pas dire que absolument tout est chaotique et que le réductionnisme ne marche pas et que ça sert à rien et que c'est une erreur d'étudier les choses petit à petit, partie par partie. Non, le réductionnisme, c'est l'essentiel de notre savoir, de la science. On doit énormément de choses au réductionnisme, c'est généralement la bonne manière de faire de la science, mais la théorie du chaos, elle nous apporte un moyen d'étudier ces choses-là qu'on comprend pas, ces choses-là qui ne peuvent pas être réduites si on n'a pas un peu plus de recul, si on voit pas les choses de manière un peu plus holistique, et ça nous permet d'avoir des outils pour comprendre bien la météo, les mouvements erratiques des schizophrènes de leurs yeux quand ils regardent quelque chose, ça nous permet de comprendre comment fonctionne un peu l'économie, qui fonctionne un peu n'importe comment et qui a des comportements assez étranges, c'est-à-dire que par exemple si vous voulez essayer de prédire exactement l'économie, vous avez une approche réductionniste qui est de voir exactement pourquoi telle personne a acheté à tel prix, et pourquoi dans tel pays cette loi a eu cette influence-là, etc., etc. Ou alors, vous pouvez regarder les choses avec un peu plus de distance, voir que vous avez là un système chaotique, et vous dire que c'est quelque chose que vous devez étudier en tant que système chaotique, et plutôt que d'essayer de prédire exactement ce qui va se passer, plutôt essayer de prédire le comportement. D'ailleurs, c'est de là que vient le concept de fractal à la base de Benoît Mandelbrot. Il observait l'évolution des prix du coton sur le long terme, et plein de gens essayaient de comprendre la période, la répétition, ce qu'on pouvait tirer comme loi de l'observation de l'évolution des prix du coton. Et ce qu'il a observé, Benoît Mandelbrot, c'est qu'on ne pouvait pas prédire, on ne pouvait pas comprendre ces courbes un peu bizarres. Par contre, il a observé qu'il y avait des formes qui se répétaient à différentes échelles, c'est-à-dire que si vous regardiez les choses au jour, à la semaine près et sur les années, eh bien en fait ça avait la même forme, vous pouvez pas savoir à quelle échelle vous êtes, sauf si on vous indiquait parfaitement à quelle échelle vous vous situez. L'évolution du cours du coton sur 20 ans, sur 100 ans, c'était la même chose que l'évolution du cours du coton sur quelques semaines. Et il s'intéressait au coton justement parce que c'était une des rares choses sur lesquelles on avait pris depuis longtemps. Donc il a dit on ne peut pas étudier ça, on ne peut pas prédire ça, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose de facile à comprendre. Par contre, c'est quelque chose qui est invariant à différentes échelles, et donc c'est quelque chose de fractal. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quand même étudier ce truc-là bizarre, on peut quand même voir à quel point il est invariant à différentes échelles, on peut voir à quel point il est imprédictible, à quel point il est chaotique, et ça nous permet de voir, par exemple, en économie, vous pouvez voir qu'il y a des pays qui ont des comportements plus ou moins volatiles, plus ou moins chaotiques, et puis il y en a qui sont un peu plus stables, mais qui ont quand même un peu cet aspect chaotique. On peut, par exemple, si vous voulez investir dans différentes entreprises, vous pouvez pas savoir laquelle va réussir, laquelle va échouer. Par contre, vous pouvez savoir laquelle a de grandes chances d'échouer totalement ou de réussir totalement, et laquelle a plutôt des chances d'être relativement stable. Vous pouvez étudier les comportements généraux des choses, même quand vous pouvez pas les maîtriser, les réduire et savoir exactement ce qu'ils vont donner. Pour revenir un peu sur la question de la biologie, sur comment vous pouvez appliquer ces idées à votre vie de tous les jours,
et comprendre pourquoi vous êtes un système chaotique, qui est susceptible de retomber dans le désordre total, on peut s'intéresser à différents types de cycles. Par exemple, le cycle du sommeil. On a observé, j'en ai déjà un peu parlé, j'en ai déjà évoqué quand j'ai parlé des chronotypes et du temps interne dans un autre podcast, mais là on va aller un peu plus loin. Vous savez qu'on a des cycles internes de sommeil. Ces cycles ne correspondent pas exactement à 24 heures chez la plupart des gens, ils vont être un peu plus courts, un peu plus longs. Et on a fait des expériences où on a mis des gens totalement sans lumière extérieure, sans indication du cycle de la journée de 24 heures, on a fait plusieurs expériences comme ça. Et ce qu'on a observé, donc, c'est que les gens avaient du coup des cycles différents, parfois beaucoup plus longs, en général plutôt beaucoup plus longs. Et ce que nous dit James Gleick, ce que je vous avais pas dit quand je vous avais parlé du temps interne la dernière fois, parce que c'était pas un truc auquel Till Rosenberg s'était intéressé, ce que nous dit James Gleick, c'est que bon, non seulement ils sortent de leur période et leur sommeil devient complètement différent du cycle de 24 heures qu'ils avaient avant, mais en plus de ça, leur nouveau cycle devient apériodique et chaotique. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont avoir une journée sur un cycle de 24 heures, puis après ça va passer à 25, 26, 30 heures, ça va peut-être passer à 48 heures, et puis après, le jour d'après, ça va repasser à 25 heures, et il va y avoir en fait des changements comme ça, dont vous pourriez vous dire intuitivement que ça va être assez régulier, peut-être qu'il va faire 48 heures pendant toute une semaine, et puis après ça va réduire, etc. Mais en fait pas du tout, c'est pas du tout régulier. Et on pourrait se dire que c'est voilà parce qu'on mesure mal les choses, parce qu'il y a un peu de bruit, parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas très bien, parce que nous dit James Gleick, non, c'est parce qu'on parle d'un système chaotique, puisqu'il n'y a plus ce contrôle de la lumière du soleil ou du réveil matin, eh bien vous pouvez, et je pense que c'est un truc que vous pouvez expérimenter, moi j'ai déjà expérimenté personnellement, parfois quand on sort un peu de ce cycle naturel, quand on s'expose plus à des écrans, qu'on voit moins la lumière du jour, eh bien on rentre dans une manière de dormir, dans un cycle interne qui devient chaotique, où d'un coup on va dormir beaucoup, puis après on va dormir très peu, puis on va avoir des journées très longues, et ainsi de suite, et ça semble ne pas se répéter, ça semble ne pas avoir de période, ça semble chaotique, littéralement, et en fait ça l'est effectivement, c'est pas une impression. Il n'y a pas de période qui se mette en place si on dérange trop un système d'ordre biologique. Il en parle aussi par rapport à la question du cœur. En fait, il étudie pourquoi, il s'est posé la question de pourquoi est-ce que parfois des gens qui sont en bonne santé et pour qui leur cœur a battu des milliards de fois sans qu'il y ait de problème, et ça se passait très bien, puis un jour ça s'arrête. Et pourquoi est-ce que ça se passe et pourquoi est-ce qu'on meurt finalement? Et il nous dit que en fait c'est tout simplement parce que les êtres vivants sont des systèmes qui utilise le chaos du monde, qui essaye de le maîtriser, mais il y a toujours un moment où il finit par revenir, et on peut pas tout à fait prédire qui, quand, comment quelqu'un va avoir une crise cardiaque. Malgré les avancées de la médecine, malgré le fait de mesurer peut-être les choses de manière extrêmement précise, on parle de systèmes qui sont dépendants en fait de conditions initiales de manière très sensible. On peut évidemment limiter les risques, hein, mais on pourra pas prédire on pourra peut-être jamais prédire de manière parfaitement exacte euh, quand, comment, pourquoi et à quel endroit quelqu'un risque d'avoir une crise cardiaque, parce que c'est un système trop complexe et trop chaotique. Donc voilà un peu les différentes idées de James Gleick. Je vous ai partagé un peu les choses que moi j'ai trouvé le plus intéressantes. Je vous invite à lire le livre si vous vous intéressez surtout à l'aspect mathématique. Là j'ai essayé de parler de l'aspect un peu plus utile, pratique, que vous pouvez peut-être en faire quelque chose pour votre vie personnelle. Mais le livre est intéressant avec tous les graphiques qu'il y a, si vous voulez comprendre les systèmes physiques, l'évolution des fluides, etc. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de lire le livre. Donc vous voyez, c'est des idées dans ce livre, La théorie du chaos, qui sont liées à d'autres choses dont j'ai un peu parlé par ailleurs, notamment avec les livres de Nassim Taleb. Et je voudrais vous proposer pendant le mois d'août, comme je vous l'ai dit, de vraiment mettre ça en pratique avec 30 petits défis pendant 30 jours, où je proposerai d'explorer un peu plus en profondeur, en particulier sur Resolu.co, donc c'est des vidéos sur un site et aussi un groupe Facebook avec des personnes qui participent, et je vous invite fortement à me partager vos vidéos, vos retours par rapport à ces défis-là sur ce groupe-là, ou alors vous me les envoyez sur mon Instagram, et il y aura le lien juste en dessous aussi, avec donc tous ces défis tous les jours qui seront rapides à faire. Je vais essayer de faire des défis qui prennent pas plus de 10 minutes,
Et donc sur Résolu.co, donc dans des vidéos exclusives, je parlerai de plus en profondeur de la thérapie du rejet, du système immunitaire psychologique qui nous permet de gérer mieux le rejet progressivement, de se désensibiliser. Je parlerai du quotient de courage, de choses aussi sur les interactions sociales, si vous voulez vous mettre dans votre zone d'inconfort social, ce qui peut être très utile pour s'exposer au chaos. Donc on parlera des optionnalités positives et de Thalès, enfin des formes d'investissement un peu intelligentes et des risques positifs. Voilà, on va parler un peu de ces concepts qui peuvent paraître un peu abstraits, un peu mathématiques, parce que c'est des probabilités, mais on va en parler vraiment de manière concrète, parce qu'en fait ça se traduit par une manière d'entreprendre, une manière de créer, une manière de publier un texte plutôt que de ne pas le publier, de donner quelque chose concret, un vêtement, un dessin, une sculpture, parce que effectivement, la plupart du temps, ça va pas donner quelque chose de fou, mais en vous exposant à ces choses un petit peu bizarres, un peu chaotiques, un peu imprévisibles, eh bien parfois, il y a un résultat formidable, mais pour ça encore faut-il accepter de s'exposer un minimum au chaos. Évidemment, il faut pas trop s'y exposer non plus, il faut avoir le bon équilibre entre l'ordre et le chaos, et on verra, j'essaierai de partager avec vous sur Résolu un peu comment moi je fais pour trouver cet équilibre là. Si ça vous intéresse, les liens sont en dessous, dans le commentaire épinglé et la description. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé ou pour autre chose. Salut!